Salut mon pote, quoi de neuf? Aujourd'hui, une question de Antoine Gigolo, qui nous écrit depuis là où elle est. Cher Patrice, c'est quoi cette étrange trappe sur le dos du sphinx dont les méchants archéologues ne parlent jamais? Est-ce qu'on n'essaierait pas de nous cacher la vérité? En effet Antoine, personne ne sait ce qu'est cette trappe, et les égyptologues dogmatiques font tout pour cacher son existence. Au XIXe siècle, une passion européenne pour l'Égypte antique s'est développée, et avec elle, d'étonnantes théories. Edgar Cayce n'était pas le seul à penser que le sphinx cachait sous ses pattes les trésors d'une civilisation engloutie ou d'extraterrestres venus de la constellation d'Orion. Un vieil homme du nom de Mohamed Abdel Magoud, qui avait supervisé les ouvriers du département des Antiquités pendant 40 ans, m'a raconté que lorsqu'il était tout jeune, il avait participé aux excavations de 1926, au cours desquelles le sphinx a été entièrement désensablé pour la première fois. Le chantier avait été lancé à l'initiative d'un ingénieur français, Barrez. Durant les travaux, des pierres se sont décellées et Barrez a découvert une cavité. Il a remis les pierres en place et a caché l'existence de ce passage. 60 ans plus tard, Mohamed est venu ici. Il a fait les 100 pas, puis au bout d'un moment, il a dit « c'est celle-là ». Un ouvrier a retiré le ciment qui, de toute évidence, avait été posé en 1926. On a réussi à enlever une pierre de la taille d'une brique. Et là, on a découvert ce passage sous le sphinx. Bien évidemment, personne ne savait où il menait. J'ai passé 3 semaines dans la pénombre, sous le grand sphinx. Après avoir déblayé les débris, on est arrivé dans une zone très humide. On était tout près de la nappe phréatique. J'ai été étonné de trouver un objet à cet endroit. Je l'ai pris, puis j'en ai découvert un deuxième. C'était une paire de chaussures oubliées là, en 1926. Elle ne datait pas de l'Antiquité. Puis on s'est rendu compte que le passage finissait en cul-de-sac. Les équipes d'Émile Barrez ne trouvent pas une, mais plusieurs cavités. Leurs entrées existent toujours. L'une derrière la stèle qui se trouve entre les pattes du sphinx, l'autre sur son dos. Mais là encore, ces passages ne mènent nulle part. Nous avons foré à plusieurs endroits. 3 devant le sphinx, 1 au milieu et 2 derrière sur 20 mètres de profondeur. Nous avons découvert que la nappe phréatique montait jusqu'à 5 mètres. Mais nous n'avons pas trouvé de civilisation perdue ni d'extraterrestres. Rien de tout cela. Ouais, bon, ok, mais les traces d'érosion, tu expliques ça comment, hein? Ça prouve que le sphinx a été sculpté il y a genre plus de 10 000 ans. Le professeur Peter Lacovara décide d'examiner la chaussée montante de Képhren. Elle passe juste à côté du sphinx et remonte légèrement jusqu'à la pyramide de Képhren. Voici la chaussée qui relie la pyramide au temple. Le chercheur trouve une preuve importante laissée par les ouvriers de Képhren. Une ouverture a été bouchée par ces blocs plus récents. Il y avait probablement un fossé d'écoulement qui permettait à l'eau de se déverser depuis la chaussée dans ce creux où se trouvait la carrière. Cette zone aurait été inondée en cas de forte pluie. Le fossé d'évacuation avait pour but d'éviter que la chaussée soit inondée. L'eau de pluie pouvait s'écouler dans la zone où se trouve le sphinx. Pour le chercheur, c'est une preuve que le sphinx n'existait pas avant Képhren. Si le sphinx avait été bâti par Khéops, on n'aurait pas ensuite décidé d'inonder cette zone. Il n'y aurait aucune raison de laisser l'eau se déverser sur ce monument. Pour moi, c'est une preuve que le sphinx a été construit par Képhren vers la fin de son règne. Si le professeur a raison, quand Képhren accède au pouvoir, cette zone est une fosse qui sert à recueillir l'eau de pluie
et le sphinx n'a pas encore été sculpté. Une force cachée sous le sphinx attaque la pierre calcaire qui le constitue. Toute la roche calcaire utilisée pour les monuments de Giza, y compris le corps du sphinx, faisait autrefois partie du fond des mers. Il y a 50 millions d'années, le soubassement du sphinx était un banc de corail. On retrouve des traces de vie marine figées dans la pierre. C'est une roche composée de sédiments marins. Elle contient donc du sel. Lorsque le niveau d'eau souterrain est élevé, comme c'est le cas depuis quelques années, l'humidité remonte jusque dans la pierre par capillarité, puis elle dissout le sel et le pousse en surface. Je déteste faire ça, mais ça montre bien ce phénomène naturel qui se produit sur cette paroi proche du sphinx. La pierre s'effrite, elle se désagrège. Le sphinx est en train de subir le même sort. Il tombe littéralement en poussière. C'est en regardant comment le sphinx se dégrade que l'on peut comprendre comment il s'est formé. Depuis des siècles, non seulement l'eau, mais aussi les vents violents et les tempêtes de sable érodent le rocher de calcaire dans lequel il a été sculpté. Le sphinx est composé de différentes couches de calcaire. Imaginez-le comme un millefeuille. Il comporte des couches tendres et des couches dures. Ici, sur le côté droit du torse du sphinx, on constate que les couches les plus tendres ont reculé sous l'effet de l'érosion. Les couches solides, elles, dépassent. Sur ordre du département des Antiquités, un produit consolidant a été appliqué pour enrayer l'effritement continu. Cette roche est la même que celle qui compose le côté sud du sanctuaire du Sphinx et les fondations de la chaussée de Képhren. La roche utilisée pour la chaussée de Képhren et le corps du Sphinx a été extraite dans une seule et même carrière. La disposition des couches est la même dans ces deux édifices. Le Sphinx a été sculpté dans la roche naturelle du plateau de Giza. Le plateau de Giza était en fait une immense carrière qui a servi à construire les pyramides. Si le rocher dans lequel le Sphinx a été sculpté a toujours existé, la question reste de savoir quand précisément l'œuvre a été exécutée. C'est une question qui divise toujours les experts. Le temple du Sphinx, qui fut découvert par Émile Barrez lors de son désensablement, a fourni à Lenner les premiers éléments de réponse. Situé devant les pattes du Grand Lion, le temple du Sphinx n'est qu'une ruine. Ces pierres, restées à l'état brut, semblent indiquer qu'il n'a jamais été achevé. C'est comme si on avait retiré le revêtement extérieur d'une maison. On découvre alors la structure intérieure et les montants qui forment les murs. On voit bien que les couches courent sur plusieurs blocs de pierre. C'est le cas pour une grande partie des murs du temple. Là, on a une couche géologique. Cette bande plus jaune en est une autre. Les analyses ont permis de démontrer que ces couches s'étendent jusqu'au torse de la statue. Les pierres utilisées pour le temple du Sphinx ont été transportées parfois sous forme de blocs d'une centaine de tonnes jusqu'à la terrasse inférieure. Le temple du Sphinx est situé à côté du temple de la vallée de Képhren. Les deux temples partagent les mêmes fondations. Du temple du Sphinx, il ne subsiste presque rien. Le revêtement en granit n'existe pas plus que le sol en albâtre.
Il ne reste que ces piliers qui auraient dû soutenir des statues du pharaon, ainsi que les cavités où se seraient tenues les colonnes construites à partir de blocs de granit. Il y en avait 24 en tout. Dans le temple de la vallée de Képhren, on peut imaginer ce qu'aurait été le temple du Sphinx si tous ces éléments avaient été présents. Ici, toute la décoration intérieure est intacte. Voici les colonnes. Le sol est recouvert de dalles d'albâtre. Vous remarquez aussi ces creux réguliers dans le sol. On pense qu'ils étaient les points d'attache de 23 statues de Képhren en diorite noire. 5 ont été retrouvées. La plus célèbre le représente assis sur son trône, protégé par Horus, le dieu faucon, qui enserre la nuque royale de ses ailes. En 1860, lorsqu'Auguste Mariette découvre la statue de Képhren, lors du déblaiement du temple de la vallée, il ne l'expédie pas en France, mais l'expose dans le musée des antiquités égyptiennes qu'il vient de créer, devenu depuis le musée du Caire. Elle en est l'un des joyaux. Alors moi-même, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert des sites absolument extraordinaires, mais j'ai donné toute la liste aux officiels égyptiens, et je ne suis pas la seule à le faire. Et c'est en liste d'attente pour être creusé, pour être... parce qu'ils peuvent qu'il y en a tellement. Ils peuvent pas assumer. Il y en a tellement. J'ai pris chaque chose et j'ai débunké les choses qu'il fallait débunker. Et j'ai expliqué chaque problème, et notamment celui du Sphinx et de l'âge des pyramides, etc. Le problème, c'est que là, on touche à des croyances, plus que des croyances, je sais pas comment dire, tu touches à la Bible, tu touches au Coran, tout ça, parce que si tu trouves des choses plus anciennes que ce que dit la Bible, jamais ils vont accepter que tu le sortes, tu vois. Pour que tu saches un truc, c'est que dans les années 1900, je sais plus, 30 par là, il y avait un institut au Caire, qui était un institut anglais, qui était là uniquement pour contrôler les dernières découvertes archéologiques, pour dire si on avait le droit d'en parler ou pas. Hein, il avait pignon sur rue, il était officiel. Donc dès qu'il y avait un truc qui était trop ancien, hop, tu vois. Tout est vrai, si tu veux, mais en science, tu sais, il faut prouver par 5 ou 6 trucs, ça ne suffit pas un seul truc. Donc ça prend beaucoup de temps, et surtout quand tu vas contre l'ordre établi, c'est très dur. C'est pareil, pour la datation des pyramides, quand ils ont voulu, soi-disant, mesurer la datation, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un morceau du, je ne sais plus quel étage, 3e étage, enfin un truc qui a été restauré des milliers de fois par les pharaons. Donc tu as une datation qui n'est pas vieille, forcément, puisque c'est de la restauration. Mais si tu prends un échantillon très proche de ta main sur la pyramide, ça ne va pas être ancien, tu comprends, parce que ça a été restauré. Voilà. Et puis il y a aussi une mauvaise volonté de certains, ça c'est clair. L'intention des anciens Égyptiens, c'était de construire ces pyramides comme des barrages. Alors pourquoi des barrages? D'abord parce qu'elles n'ont pas 4 faces, mais... ah oui, elles sont creuses un peu... voilà, ça, ouais. Convexes, oui. On dit convexes, elles ont 8 faces en fait. 8 faces en fait, ouais. On le voit seulement à une certaine position du soleil, mais dans la réalité elles sont convexes. Donc ça c'est un fait d'architecture qui est supposé protéger d'une énorme masse. Alors quelle masse, tu vas me dire, elle pouvait arriver jusqu'aux pyramides, hein. Bon. Tous les textes que j'ai étudiés parlent du déluge, un grand déluge, je ne parle pas des... parce qu'il y a eu beaucoup de déluges, hein, donc dans l'histoire humaine, de petits déluges, des déluges géographiquement, je veux dire, circonstanciés, etc. Et là, je te parle d'un grand déluge. Les pyramides étaient construites pour se protéger d'un déluge. Ah oui? Ouais, c'est antidéluvien, si tu veux, pour les anciens Égyptiens. Je ne suis pas du tout une catastrophiste, parce que justement, tout ce qu'ont enseigné les anciens Égyptiens, c'est qu'on peut s'en sortir parfaitement et qu'ils en sont la preuve. Ils disent d'ailleurs que la majorité de l'humanité s'en sortira parfaitement.
tu vois. Donc c'est pas du tout un message de destruction, d'horreur, tout ce que tu veux. Au contraire, c'est de la science. Et donc surtout sous ce plateau, tu as des millions de souterrains. Moi-même, j'en ai photographié beaucoup. Hein, Où est-ce qu'ils vont, on sait Alors, par exemple, tu vas au bout du plateau de Giza, c'est-à-dire à 80 km au sud de la Grande Pyramide. Tu vas à la dernière pyramide du plateau, qui est la pyramide d'Awara, qui se trouve juste à côté du fameux labyrinthe dont tout le monde parle, qui est un labyrinthe très connu, qui est toujours là, mais en totale ruine, au pied de cette pyramide d'Awara. Et de la pyramide d'Awara, juste à côté, il y a une entrée de souterrain que je montre, qui est assez impressionnante, et qui va jusqu'à la pyramide suivante, qui est la pyramide d'Ilahun, qui se trouve à 15 km environ. Tu vois, donc déjà, mais ça c'est un souterrain qui a été, on a fait le trajet, si tu veux, on vérifier. Bon, donc, c'est-à-dire que tu l'as pris donc du début à la... Il y a très longtemps, il y a 20 ans. Maintenant, il est ensablé, interdit, enfin tout ce que tu veux, mais à l'époque, voilà. C'est-à-dire que les pyramides, à la base, étaient entourées d'eau, comme des douves, si tu veux, hein, des douves avec des murs. Bon. Et il y avait tout un système de canaux avec des systèmes d'élévation, de barques, etc. Et dans les douves, il y avait des pentes très spéciales sur lesquelles, ça c'est les études égyptiennes dont je te parle, hein, elles ont fait des tas d'études très compliquées, où il y avait une espèce de vase qui faisait que les blocs pouvaient glisser sur des kilomètres grâce à cette vase, cette pente particulière. La science de faire bouger des énormes masses sur des pentes, ça existe, ça a un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ils arrivaient avec des systèmes d'élévation d'eau, comment on appelle ça, pour faire monter et descendre les bateaux, des écluses, voilà, etc. Grâce au Nil qui était juste en bas, à faire monter et descendre des poids énormes. Bon, déjà on sait qu'ils avaient une connaissance extraordinaire hydraulique qui faisait qu'ils étaient capables de mouvoir d'énormes blocs rien que par des mouvements de jets d'eau, des pentes avec de la vase qui glisse, etc. etc. Très calculé, hein, très très calculé. Et donc ce que j'ai compris, c'est que ces bassines étaient recouvertes d'une feuille d'or et il y avait des rigoles de ruissellement d'eau qui partaient de toute cette pyramide. Je me suis dit, avec des feuilles d'or dans des paraboles comme ça, tu vois, à un endroit où le soleil est extrêmement fort, avec des rigoles d'eau et de l'albâtre, parce que ces bassines sont en albâtre, donc translucides et reflétant le soleil. Ça devait être insoutenable pour les yeux, hein, l'endroit à l'époque. Et tout d'un coup, dans mes recherches, je tombe sur un brevet américain d'un chercheur qui, lui, a trouvé des espèces de bassines un peu du même style, mais au Pérou, et qui, lui, parce que c'est un scientifique, parce que il a un ingénieur en plus, il a refabriqué tout ça, lui, il a mis les feuilles d'or, alors je vois que je ne suis pas la seule à penser à ça, et il a fait les calculs de degrés, de comment il fallait que ce soit angulairement positionné, avec le rayon du soleil, à quelle heure, machin, etc. Et que ça coupait la pierre la plus dure, si tu pouvais diriger les rayons du soleil, et que ça coupait à la perfection des blocs de granit. Ah, c'est intéressant. C'est tout un système, tu vois. On me demande, c'est vrai aussi, comment tu finances tes voyages et tes recherches. Ouais. Ça, c'est vrai que tout le monde se pose la question. Voilà, alors, moi, c'est très simple. Je ne vis que de mes articles. J'écris beaucoup dans les articles en anglais, dans tous les journaux anglais, américains, etc. C'est pour ça que j'ai énormément d'interviews en anglais. C'est pour ça que des fois, je ne traduis pas tout en français, parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est ma source de revenus principale. J'ai aussi écrit beaucoup de documentaires, D'ailleurs, s'il y a des gens de production sérieux qui sont intéressés, j'ai 20 documentaires qui sont prêts, quoi. Il n'y a plus qu'à filmer. Et à moindre coût. Mais il faut que je trouve des coproducteurs, des producteurs intéressants, etc. Mais c'est vrai que le côté financier est très très dur parce que je n'ai pas de biens personnels.
Quand je fais mes voyages, la seule chose que je gagne, c'est les billets d'avion, ce qui me permet de voyager, de rester en Égypte et de repartir quand je veux, sans payer de billets d'avion. Après, j'ai tout un réseau d'amis, etc. en Égypte, je me débrouille très bien. Mais je ne suis pas riche, tu vois, les gens disent, bah, elle doit être riche, machin. Non, non, moi j'ai tout quitté pour faire ça, il y a longtemps, parce que j'avais une très bon poste, j'ai tout quitté pour faire ça. Depuis plus de 20 ans, voilà. Et c'est très dur. J'ai une association qui s'appelle Giza for Humanity. Si vous voulez adhérer, ce serait sympa. L'adhésion, elle est toute petite. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est genre... je ne sais plus si c'est 20 € ou en dessous. Et voilà, parce qu'il y a énormément de travail à faire. L'invité, c'est-elle pourquoi le nombre pi et le nombre d'or sont-ils si récurrents dans l'architecture égyptienne antique? De façon plus générale, sait-on d'où les Égyptiens sortaient de telles connaissances scientifiques, astronomie, géométrie, médecine, etc. Bah, si tu veux, c'est pareil, je veux dire, dans toute l'architecture du monde ancien. On retrouve ces mesures-là. Et oui. Et pourquoi? Mais parce que c'est le chiffre qui se rapporte à la perfection de la nature, puisque tu retrouves le nombre pi dans les coquillages, dans toutes les choses naturelles d'une perfection parfaite, tu trouves le nombre pi et d'or. Donc je te dis, l'ancienne Égypte, la véritable ancienne Égypte, je veux dire la très ancienne ancienne Égypte, c'est l'harmonie parfaite avec la nature. Et d'Égypte à l'Atlas, tu as des souterrains qui vont. Ça m'a été confirmé aussi bien du côté marocain que du côté égyptien. Des souterrains de l'Égypte à l'Atlas. Oui. C'est-à-dire qu'ils traversent toute l'Afrique du Nord, sur des milliers de kilomètres. Oui, pas tant que ça, mais oui. Il y a 2-3 000 kilomètres quand même. Oui. Tu as des souterrains qui vont du Caire jusque sous le canal de Suez. Et ça m'a été confirmé par des gens dont la parole n'est peut-être mise en doute. Et j'ai vu les départs de ces souterrains qui sont assez grands puisqu'on peut mettre 2 camions côte à côte. Je les ai vus de mes yeux vus. Incroyable. Voilà. Oui, d'accord. C'est quand même assez impressionnant, des souterrains qui traverseraient donc toute l'Afrique comme ça, de long en large. Bah, tu sais, on parle de souterrains qui vont des États-Unis à l'Afrique aussi. Alors, je veux dire, moi, ça, je ne sais pas. Oui, ça, je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas vérifié. Je ne sais pas. Mais il y a plein de gens qui en parlent. Mais bon, là, je ne peux pas te dire. Mais qui passerait sous l'Atlantique, ça veut dire? Oui. Incroyable. Il y a un très grand industriel allemand du 19e siècle, je ne sais plus son nom, enfin, tu vois, j'ai un problème avec les noms, qui est monté en haut de la Grande Pyramide, qui a pris une bouteille d'eau. À l'époque, on pouvait encore monter. Moi, je suis montée, mais c'était j'avais 20 ans. Et donc, le type, il est monté. C'est un très grand industriel, un nom très connu, je ne sais plus. Il est monté, il a pris une bouteille d'eau. Et je ne sais plus ce qu'il a fait exactement. J'explique toute l'expérience qu'il a fait dans mes chroniques de Giza. Et il a mis la main comme ça, et il a attendu, et il y a eu un éclair. C'est-à-dire, il y a un phénomène électrique. Mais quand j'en ai parlé avec un morceau de cuivre, si tu veux, quand j'en ai parlé à des physiciens, etc., ici, ils m'ont dit, tu vas sur n'importe quelle colline, tu fais la même chose, c'est la même chose. Donc, tu vois. Donc, je ne sais pas. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles questions sur les mystérieux mystères de l'univers. The vibes right, I'm thugs, them hyper, we don't give a fuck. We step out in the white and every girl a ball out for talk. If you're not trouble, me not trouble you. Tell them me in my vibes, you know. Go tell them we alright, you know. We leaving now, so the team will come. Part the crowd, do not let me out. And everyone a try to figure me out. Them all see me fight, that's what I'm talking about. Just keep them out, come in, I need a dog. The songs I go harder where them all go send up. The energy pure, pour some on the floor. Yo, that a fi Pookie and 100 more. Let's fuck up the club, dog, we making a toast. We fisting them out, tell them we winning and all. One of the most exquisite around. Me young and defensive, was me not give a fuck, I'm a pro.